Bonsoir. Après 5 ans d'attente et de longs mois d'incertitude, la Guinée a enfin une assemblée nationale. 113 députés sur 114 élus ont pris fonction le 13 janvier dernier. C'était à l'occasion de l'ouverture de la session parlementaire. Ce soir, votre émission Grand Dossier s'intéresse à l'Assemblée nationale, aux députés et leurs prérogatives. Alors, les questions. Quelle est la responsabilité des députés face au peuple de Guinée? En quoi la fonction de député est-elle différente des autres fonctions? Quel doit être le rapport entre l'exécutif et le législatif? Voilà pour les questions. Des éléments de réponse vous seront donnés ce soir par d'éminents invités que j'ai sur ce plateau de votre émission Grand Dossier. Il s'agit de Elhadj Aboubacar Biro Diallo, président de la première Assemblée nationale multipartite de 1995 à 2002 à ma gauche. Elhadj Aboubacar Somparé, président de l'Assemblée nationale de 2002 à 2008. Chers invités, bonsoir et merci d'avoir répondu à l'invitation de l'émission Grand Dossier. Merci madame. Madame, on commence avec cette rétrospective pour revivre vos différentes périodes au perchoir, les réformes, les hommes que vous avez côtoyés à l'époque, l'ambiance qui régnait. Elhadj Biro, revenons à cette période. Je vous remercie. C'est une question assez vaste. Qu'est-ce qui a caractérisé votre période au perchoir? Vous savez que c'était la première fois qu'on avait une assemblée nationale et avec ça vous mesurez toutes les difficultés qu'il y avait devant nous pour pouvoir répondre à l'aspiration du peuple. Il fallait donc savoir qu'on marche entre des yeux. Il fallait éviter de casser. Donc, mais je vous dis tout de suite que nos collègues députés ont été d'une très grande compréhension, ils ont été tolérants. Et quand vous parlez de vos collègues députés à l'époque, il s'agissait des principaux leaders de l'opposition d'alors? Oui, de tout le monde. De l'ensemble des députés. L'ensemble des députés. Oui. Parce que j'ai bénéficié de la collaboration de tout le monde. Ils m'ont accordé toute la considération et tout le respect voulu. Donc, je me dois de penser à eux, de les remercier, de les féliciter et de leur dire qu'ils ont fait du beau travail pendant cette législature. C'était une période importante aussi pour la Guinée, puisqu'il y avait l'ensemble des leaders politiques de l'opposition d'alors. Oui, il y avait l'ensemble des leaders de l'opposition, dont principalement le président actuel, le professeur Alpha Condé, et dont je salue le comportement d'alors, qui a été très constructif. Pour avoir fait quoi exactement? Je vous dis que je salue effectivement son comportement d'alors. D'accord. Parce qu'il a joué le rôle du député, on n'a pas senti en lui l'opposant radical. D'accord. Alors, Elhadj Aboubacar Somparé, votre période au perchoir, ça a été caractérisé essentiellement par quoi? On sait que les leaders dont tu viens de parler, malheureusement, n'ont pas voulu prendre part aux assises. Non. Donc deux périodes radicalement différentes. Le fonctionnement de l'Assemblée est inséparable du fonctionnement du gouvernement du pays. Ce qui caractérise le pays dans son ensemble rejaillit sur l'Assemblée. N'oubliez pas qu'en 2000, on a été l'objet d'une agression. Agression de la part du Libéria et de la Sierra Leone. Et qu'en 2002, cette agression s'était estompée. Mais les mouvements de grève ont commencé dans le pays. De 2008 à la mort du président 2008, il y a eu l'instabilité sociale. Donc l'Assemblée était obligée, évidemment, de prendre cela en considération. Donc à côté des textes
ordinaires, à savoir la loi des finances, les contrats que le gouvernement peut communiquer pour l'approbation. On a eu souvent un rôle d'intermédiation entre le gouvernement et les forces politiques, les forces syndicales. C'est un nouveau rôle d'ailleurs qui est dévolu à l'Assemblée, qui s'est marqué surtout à notre temps, à savoir la médiation. Le rôle traditionnel de l'Assemblée a été augmenté de ce nouveau rôle. Médiation entre la population et le gouvernement, médiation entre le gouvernement et les forces syndicales. Mais à cette époque-là, vous avez eu moins de soucis que Elhadj pendant sa période de gestion, puisqu'il n'y avait pas d'opposants. Elhadj a eu l'avantage d'asseoir la première assemblée multipartite. Et toute l'opposition était là. 39 éléments sur 114 constituaient la CODEM. Il y avait Siraj Diallo, Bamamadou et le professeur Alpha Condé en particulier. C'était les grands ténors de la politique guinéenne à l'époque. Tous ces gens-là étaient dans l'opposition. Mais l'esprit de partage a fait que nous avons géré la législature sans trop d'encombre. En même temps, le RPG, l'UFR avait refusé de participer aux élections. L'UPG a participé, mais n'a pas voulu siéger. Donc, nous étions avec l'UPR et d'autres partis plus petits. Nous avons continué l'esprit de partage, la pratique de partage, de sorte que l'Assemblée est devenue un lieu de débat politique simple où le dialogue a prédominé. Personnellement, qu'est-ce qui vous a marqué en tant que président de l'Assemblée d'alors? Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Le rôle des syndicats, la société civile, l'action politique. Ça m'a beaucoup marqué. D'accord. Alors, on va continuer. Depuis 2008, Elhadj, la Guinée ne disposait pas d'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ces choses faites. Quel regard, Elhadj, vous avez sur cette nouvelle Assemblée nationale? Votre appréciation de la nouvelle Assemblée nationale? Nous nous félicitons de l'instauration de la démocratie. Et le fait aussi que le peuple a pu désigner démocratiquement et librement ses représentants au sein de l'Assemblée nationale. C'est un grand pas en avant que nous venons de franchir. Et je pense que les nouveaux élus sauront mesurer à sa juste valeur le rôle qu'ils ont à jouer dans cette Guinée multipartite, cette Guinée avec ses nombreux problèmes. Parce qu'ils doivent avoir conscience, comme nous, que la Guinée est beaucoup en retard par rapport au pays que nous avions dévancé. Et justement, quelle est la responsabilité de ces 114 députés, pour le moment 113, donc, quelle est leur responsabilité face au peuple de Guinée? Qu'est-ce qu'on doit attendre d'eux? La première responsabilité, je l'ai déjà dit au président, c'est de consolider l'unité nationale. J'ai dit au président de l'Assemblée nationale qu'il n'y a plus pour lui de Guinée forestière ou de haute Guinée ou de moyenne Guinée ou de basse Guinée. Il y a la Guinée unique et indivisible. Donc il devait considérer ça et savoir maîtriser tous les esprits qui sont très différents au niveau de l'Assemblée et leur donner une orientation nécessaire pour consolider l'unité nationale sans laquelle on ne peut pas parler de développement. D'accord. D'accord. Et là, sur la même question, le rôle de ces députés, leur responsabilité face au peuple de Guinée. Ce que moi je viens de dire, c'est un peu cela. N'oubliez pas que l'Assemblée, c'est un autre pouvoir par rapport à l'exécutif. Un pouvoir de représentation qui contrôle l'Assemblée, qui légifère. Par conséquent, l'Assemblée a un rôle important de contrôler et de contrôler l'Assemblée. C'est qu'il faut avoir l'esprit national. La Guinée avant tout.
faut mettre fin au communautarisme naissant, l'estomper et privilégier la conservation nationale. Je crois que c'est ce qui va nous faire gagner et va construire la démocratie. C'est-à-dire travailler d'abord pour l'intérêt de la Guinée avant de penser à leur parti politique. Toute autre chose. C'est ça la responsabilité essentielle. Puisque les élections ont été marquées par une forme de communautarisme. Il faut qu'on arrive à arrêter cela et que l'on privilégie l'idéal national. Sans quoi, comme l'a dit le doyen, nous sommes déjà rattrapés par les pays de nos passions. Et si nous ne faisons pas attention, nous allons continuer à piétiner sur place. Que Dieu nous en garde. Alors, l'autre question, chers invités, quel doit être le rapport entre l'exécutif et le législatif? Parce que pour certains, vu que le président de l'Assemblée est un proche du président de la République, eh bien, l'ombre du président va continuer à planer au sein de l'Assemblée nationale. Qu'en dites-vous? Ça dépend du caractère. De la personnalité aussi. De sa personnalité aussi. Oui, il est le président de l'Assemblée nationale. Il n'est pas le président de la République. Il représente la Guinée. Il a été élu au suffrage universel et ses collègues députés lui ont renforcé cette confiance. Donc, il doit collaborer avec l'exécutif dans l'intérêt de la Guinée. Il ne doit pas avoir de contradiction entre l'exécutif et le Parlement, mais une collaboration sincère, loyale et très très positive pour l'intérêt de la Guinée. Donc, il n'y a pas autre chose, il n'y a pas autre voie que celle-là. D'accord. Et l'âge? Vous savez, on a l'impression, le plus souvent, de croire que les assemblées sont des boîtes d'enregistrement. Oui. Que ce sont des boîtes d'enregistrement. D'accord. Parce que les caisses à résonance? La caisse à résonance, si vous voulez. Comme la majorité. Mais on n'est pas dans les règles. Comme la majorité provient du parti du président, Oui. le parti qui a élu le président, c'est le même parti qui constitue la majorité à l'Assemblée. On fait trop vite croire que l'Assemblée n'est là que comme une caisse de résonance. Je dois bien de dire que ça dépend de la personnalité du président de l'Assemblée. Il faut qu'il sache que c'est un autre pouvoir, comme je l'ai dit tout à l'heure. Face au pouvoir exécutif, il y a le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Les trois, l'un doit trancher, c'est le président de la République, qui ne va le présenter. Mais chacun d'eux a son autonomie et sa personnalité dans l'intérêt du pays, pour défendre le peuple. En définitive, il a de défendre le peuple et de faire valoir les droits de l'homme. Parce que tout cela vise à sauvegarder la sécurité de l'individu. C'est pourquoi on séparer les pouvoirs. Montesquieu dit que tout pouvoir a tendance à diriger et d'imposer son cours aux autres, si on ne l'arrête pas. Il dit donc par des dispositions de texte, un pouvoir doit pouvoir régler un pouvoir, il faut qu'un autre pouvoir arrête le pouvoir pour le limiter au grand profit, au grand bénéfice de l'individu. Puisque le roi, qui avait tous les pouvoirs avant, pouvait juger, pouvait condamner, pouvait lever l'impôt, pouvait faire nommer quelqu'un comme ça, etc. Il avait tous les pouvoirs. On a diminué ces pouvoirs en trois, désormais. L'Assemblée est une institution de la République qui est très importante et qui contrôle l'action du gouvernement. La légalité des actes du gouvernement ne peut être obtenue que par le sceau de l'Assemblée. C'est très important. D'accord. D'accord. Et là, dès le lendemain de l'ouverture de la session parlementaire, on a assisté à des débats houleux. Des députés, deux députés ont même failli en venir aux mains, ce qui a étonné plus d'un Guinéen. Vous qui avez été président de l'Assemblée nationale ici en Guinée, est-ce que c'est surprenant que les députés en viennent aux mains parfois? Je commence toujours par vous et là, c'est pas normal. Vous avez suivi parfois des débats au niveau de l'Assemblée nationale française. Et tout ça arrive à se jeter les chaises. Ici, quand ça a failli arriver, certains disaient que c'était une honte pour le pays. Chacun est en train de défendre son camp.
une position. Mais ce n'est pas ce qu'il faut, ce qui est nécessaire. Au-delà de ce bijou-là, il doit voir l'intérêt de la Guinée. C'est la convergence, l'intérêt de la Guinée. C'est tout à fait normal, c'est régulier, ces contradictions personnelles, c'est régulier, mais que cela n'entache pas l'intérêt national. D'accord. Et là? Alors, comme le doyen vient de le dire, le combat entre députés peut arriver jusqu'au salut du coup de poing. C'est une question de tolérance. Dans la mesure du possible, il faut être tolérant. Mais il y en a qui ne sont pas tolérants. Comme on n'est pas d'accord avec eux, ils en viennent à la main facilement. Mais ça ne veut rien dire ça. D'accord. L'essentiel, comme on l'a dit le doyen, c'est de viser l'intérêt national. Il faut que la Guinée soit privilégiée par rapport à toute autre considération. C'est ça qui est essentiel. D'accord. En parlant de l'immunité des députés, qu'est-ce à dire? On parle souvent de l'immunité des députés. Je vais le prendre, Allez-y. Oui, c'est la loi qui le dit. Il faut respecter la loi. Hein? Qu'est-ce à dire exactement? C'est-à-dire, tant que le député est dans le cadre de ses responsabilités, il jouit de son immunité parlementaire. C'est-à-dire que... Il n'y a pas de limite à cette immunité par la loi. Il n'y a pas de limite? Ça veut dire qu'il est à l'abri d'interpellations policières ou judiciaires. Quand il y a flagrant délit constaté, le bureau de l'Assemblée peut lever l'immunité sur la demande de la justice. Cela se fait. Et dans ce cas, le député devient un citoyen ordinaire qu'on peut juger. D'accord. Donc pour toujours évoluer avec les députés, on a vu le cas Yali Kato qui a tenu à donc siéger à l'Assemblée, bien que le parti qu'il a présenté pendant les élections ne voulait pas entendre mot. Elle est libre de rester ou de démissionner à l'image de son leader. Mais une fois qu'elle est élue députée, elle est députée de la nation. Députée de la nation, il ne faut pas l'oublier. Elle bénéficie d'un mandat du peuple. Mais elle a été élue avec le manteau d'un parti politique. Oui, mais une fois qu'elle est députée de la nation, ça c'est fini. Et là, je voulais dire quelque chose là-dessus. Absolument. Ou bien vous partagez le même point de vue. Le député a été présenté par un parti. Tout à fait. Mais une fois qu'il a bénéficié de la confiance du peuple, il ne représente plus un parti. Il représente le peuple. Son manteau de parti, il doit l'ôter et l'accrocher en dehors de la salle de l'hémicycle. Quand il est dans l'hémicycle, il n'a qu'une seule vie, c'est la Guinée et les problèmes de la Guinée. D'accord. Les femmes ne sont pas très nombreuses au sein de l'Assemblée nationale et dans cette législature, il y a 48 députés de l'opposition, ce qui est souvent rare dans nos pays. Oui, selon l'opinion publique, nationale et même internationale, il y a une certaine parité qu'il faut respecter entre les hommes et les femmes. Et remarquez que nous commençons la démocratie. Nous sommes encore dans l'apprentissage. C'est un début. Nous, à l'Assemblée nationale que nous avons fait, il y avait, je crois, 9 femmes. Au départ. Hein? Au total. 9 femmes sur les 114 députés. Et si aujourd'hui elles sont au nombre que vous venez de dire, c'est déjà un progrès. Nous souhaitons, n'est-ce pas, que chaque fois qu'il y ait un nombre beaucoup plus important. On arrive à respecter les normes. D'accord. Et au niveau de l'opposition, il y en a pour cette législature 48. Oui. 48. C'est souvent rare dans les pays africains qu'on ait un nombre impressionnant. On dit que c'est rarissime même. Oui, ce qui veut dire que la démocratie est bien fréquente chez nous. C'est la preuve que la démocratie est vraiment en marche chez l'âge. Bon,
ça peut s'expliquer par plusieurs circonstances. D'abord, je voudrais parler de la parité des femmes. Le doyen a dit qu'à la première législature, il y en avait 9 ou 10. À la deuxième législature, il y a 33 femmes. D'accord. Alors que c'est que les nations qui commençaient au moins le tiers. C'est qu'il y avait 38 femmes, au moins. Ils ont arrivé jusqu'à 33 femmes. Cette fois-ci, il y a un recul. Le nombre d'oppositions, la première législature, il y en avait 39 sur 114. 39 opposants. Opposants sur 114. Depuis, il y avait 71 députés. Donc il y avait des partis moyens, évidemment, qui n'étaient pas dans l'opposition, qu'on appelle le PCN, les partis de consensus national, qui sont ajoutés au PUV, il y avait au nombre de 4, c'est qu'il y avait 75 députés du groupe parlementaire PUV. En notre temps, en 2002, du fait du boycottage des autres, nous étions 85 députés dans le groupe parlementaire PUV-PA. Vous voyez comment ça peut évoluer, c'est fluctuant. Donc 48 députés pour la première fois dans l'opposition, c'est un progrès. Ça veut dire que les leaders de l'opposition sont là. D'accord. D'accord. Donc on va marquer une petite pause et on se retrouve dans un instant. Dossier, le rendez-vous mensuel de l'actualité nationale avec les acteurs de la vie politique, sociale et économique. Suivez l'émission Grand Dossier. Qu'est-ce qu'on attend du nouveau comité d'audit? Grand Dossier, c'est un rendez-vous de débat, de contradiction et d'information. Retrouvez tous les mois Tété Keïta avec ses invités pour décrypter ce qui fait l'actualité ici et ailleurs. Voilà, retour sur ce plateau de l'émission Grand Dossier avec mes invités, Elhadj Aboubacar Biro Diallo et Elhadj Somparé. On va repartir à l'Assemblée nationale, chers invités. Que faut-il faire pour que les débats au sein de l'Assemblée soient plus équilibrés? Elhadj Aboubacar. Je vous ai déjà dit que le président de l'Assemblée, qui est là en tant que metteur en scène, doit avoir une position intermédiaire, doit être juste. Je me rappelle qu'une fois, une très bonne dame, députée de mon parti au niveau de l'Assemblée nationale, m'avait regardé, m'a dit: ah, monsieur le président, je constate que vous regardez beaucoup trop du côté de l'opposition, mais pas de nous. J'ai tourné ça au ridicule, je me suis levé, je me suis assis sur la table et je me regardé. C'était fini. Donc il faudrait que le président de l'Assemblée soit vraiment à la hauteur et qu'il puisse canaliser tous ces différents courants. C'est-à-dire impartial. Voilà, c'est tout, c'est l'impartialité. D'accord. Et une fois qu'il est au péchoir, il n'est plus représentant d'un parti ou d'un groupe de députés. Il est le représentant de l'Assemblée nationale. Que un parti soit représenté par un député ou que l'autre soit représenté par la majorité, il doit les considérer sur le même pied d'égalité. Est-ce que c'est cette impartialité qui vous a amené, vous, à tenir tête à un moment donné au président, au général Lansana Conté? Je pense que le doyen Aboubacar Somparé, là, il peut répondre à cette question. Mais d'abord, vous, c'est vous qui avez eu ces difficultés, ces incompréhensions avec le général. Non, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'ai vraiment pas enregistré de grandes difficultés au niveau de cette Assemblée nationale. Je vous ai dit que les ténors de l'opposition qui vient de citer ont fait preuve de compréhension. À un moment, il vous a été demandé de lever l'immunité de l'opposant Alpha Condé. Oui, mais nous ne l'avons pas fait. Voilà, justement. Nous ne l'avons pas fait parce que, pour moi et pour les députés, au moment où on arrêtait le président Alpha Condé, il jouissait d'immunité. Il était député. En tant que candidat à la présidence, il jouissait de cette autorité, de cette immunité encore.
il était sur le même pied d'égalité que celui qui l'a arrêté. Parce qu'une fois que le président de la République a quitté le fauteuil, hein, et qu'il l'a mis aux enchères, il n'a plus pas l'autorité d'arrêter celui qui... Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé que c'était absolument illégal et je n'ai pas cautionné. Et ça a coûté ce que ça a coûté, mais j'ai maintenu ma position. Vaut mieux ne pas commenter tout ça. D'accord. D'accord. Et là, à votre niveau, il y a eu, avant même la mort du général Lansana Conté, il y a eu une période de vacances, mais vous n'avez pas voulu constater cette période. Vous n'avez pas voulu réagir face à cette période de vacances de pouvoir, ce qui nous aurait certainement évité la période CNDD, toute cette longue période de transition également. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui vous a retenu? Les rédacteurs des textes de constitution sont suffisamment intelligents et prévenus pour faire des discours vagues. D'accord. On dit le président de l'Assemblée constate l'empêchement majeur du président de la République. Il saisit le président de la Cour suprême qui prononce la vacance du pouvoir. Le président de la Cour suprême. Le président de la Cour suprême. Moi, je constate l'empêchement majeur. Mais qu'est-ce que c'est que l'empêchement majeur? Le président recevait des délégations, il recevait des partis politiques, il recevait des syndicats, il discutait avec les gens. À partir du moment, qu'est-ce qu'il va nous décider à déterminer à décider qu'il est dans un empêchement majeur? Puisqu'il était lucide. Mais justement, j'allais dire qu'il n'était plus lucide, il n'avait pas toutes ses facultés, ça on l'a vu. Vous croyez qu'il n'était pas lucide, il était lucide. Très lucide, on écrit qu'il approchait. Il était malade, certes, mais il était lucide. D'accord. Alors, donc pour vous, il n'y avait pas urgence à annoncer, à constater cette vacance? Il y a peut-être urgence, mais faut-il constater l'empêchement? C'est que je n'ai pas constaté l'empêchement. Il faut du temps. Du temps. C'est pas aussi automatique. C'est pas que ça. C'est facile de conclure. Mais à l'époque, là, ça racontait qu'il était malade. Il avait des consignes formelles avec son armée. La DSP qui était à la présidence de la partie, les gens les plus armés de l'armée. Moins de Pécadilles se jetaient sur vous. Ça, les gens veulent l'occulter, mais c'est ça la réalité du terrain. Donc vous ne vous sentez nullement fautif, Elhadji? Pas du tout. Non, je n'étais pas fautif, moi. Alors aujourd'hui, du moment qu'on a une nouvelle Assemblée nationale, est-ce que vous pensez que la situation au niveau social, au niveau politique, que tout va enfin changer? On va commencer à voir le bout du tunnel. Les investisseurs vont commencer à revenir normalement. Elhadji? C'est tout à fait normal, tout à fait logique. C'est une Assemblée nationale qui a été démocratiquement élue et qui représente le peuple. Donc, les bailleurs de fonds n'ont plus aucune raison d'éviter à venir s'investir. Ils sont désormais rassurés? Absolument. On a l'Assemblée nationale qui doit ratifier les conventions. Elle est là, prête, n'est-ce pas, à collaborer avec l'exécutif pour le développement de la Guinée. Il faut que les investisseurs aient confiance à la Guinée. Il faut que les investisseurs aient confiance aux institutions de la Guinée, qui sont maintenant complètes. Il y a l'exécutif, il y a le législatif et il y a le judiciaire. D'accord. C'est tout à trépied de collaborer dans l'intérêt bien compris de la Guinée. De la Guinée, d'accord.
L'âge. Oui, vous savez, comme l'a dit le doyen tout à l'heure, les investisseurs ne se sentent rassurés que quand l'acte qu'ils engagent avec le pays est légalisé. Et ça passe par l'Assemblée nationale. Alors, la légalité est conférée par l'Assemblée, par l'approbation de l'Assemblée. Tant que l'Assemblée n'a pas approuvé, c'est un acte qui n'a pas d'égalité, qui n'est pas opposable à tierce partie. C'est pourquoi ils sont méfiants. Si l'Assemblée n'est pas là pour ratifier les contrats qui signent avec le gouvernement, ils ne vont pas s'engager. Maintenant, si l'Assemblée ratifie, le peuple de Guinée s'est engagé. Ils peuvent nous attaquer devant toutes les juridictions du monde. Mais ça, cela non. C'est pourquoi les gens ont ralenti leurs activités. Maintenant que l'Assemblée est en place, ils vont revenir. D'accord. Est-ce que cette Assemblée nationale peut revenir sur certaines lois déjà votées par le CNT, par exemple? Vous savez qu'une loi qui est adoptée par l'Assemblée nationale, qui est ratifiée par le président de la République, il faudrait des événements majeurs pour pouvoir revenir là-dessus. D'accord. C'est la même question de l'âge. Oui, normalement, on ne doit pas revenir dessus. Mais s'il y a une nécessité, constatée des deux côtés, c'est-à-dire du président de la République et de l'Assemblée, on peut revenir dessus. Les deux ensemble. Les deux à la fois. C'est-à-dire le président de la République et l'Assemblée se retrouvent pour pouvoir annuler quelque chose et reporter. Pour le soumettre à l'examen de l'Assemblée. D'accord. Et comment les lois vont-elles être votées au sein de l'Assemblée nationale? Quelle va être la priorité, selon vous, de cette nouvelle Assemblée nationale? Ah, écoutez, il y a des lois en instance actuellement. Justement, parlez-nous-en. Bon, je n'en sais rien. Mais je sais qu'il y a des instances actuellement à ratifier. L'Assemblée va s'attaquer à cela, puisque la loi des finances est déjà votée. Donc il y a que des instances qui sont en cours maintenant, qui vont examiner et adopter. En avril, ce sera la session des lois, où l'on va utiliser de façon spéciale les lois. Maintenant, il y a des instances en cours. D'accord. Et là, sur la même question, la priorité de l'actuelle Assemblée nationale, ça pourrait être quoi? Oui, je vous ai déjà dit que, premièrement, c'est la consolidation de l'unité nationale. Et ensuite, c'est de se pencher sur les textes régissant la vie de la nation guinéenne. Et là, vous vous connaissez depuis 1970, vous avez tous les deux occupé d'importants postes de responsabilité dans notre pays avant d'être au perchoir. Mais on sait qu'il y a eu des moments où il y a eu quand même cette incompréhension entre vous deux. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que la hache de guerre est enterrée? Non, moi, il n'y a jamais eu de contradiction entre nous. Ah bon? Non. Non. Nous sommes tous des enseignants. Le professeur Emina, j'ai assumé des responsabilités au niveau national dans le cadre de l'éducation. Quand j'étais directeur régional de l'éducation de Mamou, j'étais quelque part à la baie. Donc, il n'y a pas eu de contradiction entre nous. Pas du tout. Quelle est la source de vos informations? Non, c'est des choses que j'ai vécues. À un moment où tout le monde sait que entre vous deux, ça n'allait pas. Alors il faut calculer un héros national. Je le dis en toute responsabilité. Il a milité avec conscience et ferveur en faveur de l'indépendance de ce pays, en faveur de la consolidation de l'État de ce pays, l'État moderne. Des fois même au détriment du choix de ses parents. Il était à l'encontre de ses parents même pour pouvoir faire défendre la loi de la République. Nous sommes connus, quand moi j'ai été désigné pour aller vers Dabadou, après la grève de 1961, j'ai échappé de façon
extrême. C'est le jour de notre départ pour Dabadou que le censeur est venu nous dire que ceux qui ne veulent pas aller comme les enfants, on a des amis. Et bien sûr, Dabadou a mis à Philippe Barry. Donc le père était ministre de l'Éducation, mais qui ne pouvait rien faire pour nous empêcher d'aller. Il était déjà le directeur de l'école là-bas. Il fallait démocratiser l'enseignement, faire éclater les lycées techniques, créer des collèges dans toutes les préfectures et par conséquent former les enseignants. En 23 mois, il a eu la responsabilité de former les premiers enseignants qui ont servi dans les collèges. Nous sommes toujours à l'Assemblée. Au parti d'abord, à l'Assemblée ensuite. C'est lui et moi qui avons implanté le PIB à travers tout le pays. Donc, c'est dire qu'il y avait des... Il y a eu des tensions à un moment donné. Des incompréhensions mineures. Ah, vous appelez ça aujourd'hui des incompréhensions mineures. Tant mieux. Non, dans la lutte politique, ça arrive, ça. Tant mieux. Mais je dis que il ne faut pas faire comment on appelle, la reconnaissance des gens après leur mort. Il faut le faire pendant qu'ils sont vivants. D'accord. C'est un homme qui mérite d'être cité en place publique. C'est juste la vérité. Ce n'est pas pour le flatter, c'est la vérité. D'accord. Et là, vous avez entendu Elhadj Samparay. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre sur Elhadj, avec qui vous avez fait des tournées dans le pays? Vous avez aussi longuement travaillé ensemble au sein du PUP. Oui, nous avons fait le tour ensemble de la Guinée avec lui. Qu'est-ce que vous pouvez nous apprendre ce soir sur cet invité? Et je le redis encore, c'est un cadre éminent de la Guinée que vous avez devant vous, qui est dans tous les domaines. D'accord. C'est pas facile de collaborer avec moi. Mais c'est comme vous, il y a collaboré avec moi. D'accord. Il est loin de l'ethnocentrisme. Il a toujours privilégié la valeur. C'est pas parce qu'il est âgé dans moi. Je le dis avec conviction. Il a toujours privilégié la valeur. D'accord. En dehors de toute considération ethnique ou quoi que ce soit particulier. D'accord. Vous insistez souvent sur la réconciliation nationale et l'unité entre les Guinéens. Mais à ce niveau, qu'est-ce qu'il faut concrètement faire, Elhadj, pour que les Guinéens se retrouvent? Faut-il une conférence nationale? Qu'est-ce qu'il faut? Écoutez, aujourd'hui, la consolidation de l'unité nationale. L'unité nationale, surtout entre les mains du président de la République. C'est par son comportement qu'il va réussir à consolider l'unité nationale. C'est entre ses mains. Le président de la République. Absolument. Oui, Elhadj. Bon. La consolidation de l'unité nationale. Oui. La nation, c'est un groupe commun ayant un passé commun, des espérances communes pour l'avenir. Quand on prend le peuple de Guinée, nous avons un passé commun. Avant la colonisation même, les différentes populations communautaires. De sorte que, quand vous prenez les griots de la Haute-Guinée, ils sont presque dans toutes les régions de la Guinée pour essayer de faire valoir les cérémonies. En Basse-Guinée, en Fouta, en Forêt, en Haute-Guinée, partout. C'est la vérité. C'est là, avant la colonisation. La colonisation nous a mis ensemble. Ce n'était pas un seul pays, c'était des États-nations qui existaient. Le Fouta Djallon, c'était une nation. La Haute-Guinée, c'était une nation. La Basse-Guinée, c'était un ensemble de populations juxtaposées, mais qui commençaient à s'intégrer. Bon, la colonisation a regroupé tout cet ensemble-là. Comme on a dit, Renan, il faut du temps et de la liberté. Le temps pour que les différentes cultures s'accommodent, se tolèrent, s'acceptent. Et la liberté, il ne faut pas forcer qui que ce soit à faire quoi que ce soit. Si on veut imposer une langue, par exemple, c'est le rejet total. Laissez le peuple faire, la langue viendra d'elle-même. Par conséquent, pour faire la consultation de la nation, il
faut mettre l'accent sur les creusets communs. Là où l'identité nationale, c'est d'abord l'école. Et ce creuset commun, c'est l'école d'abord. D'accord. Oui, nous avons dans les universités, les écoles, partout, vous avez des références. Est-ce qu'on parle de Peul? On parle de Malaisie? Non. C'est le Guinéen par rapport à sa formation, à son éducation. L'armée, la même chose. Partout dans les services de l'administration, les services publics, partout. On ne parle pas de l'ethnie, on parle du cadre. Ce sont ces entités-là qu'il faut renforcer. Et faire en sorte que l'acte officiel soit toujours un acte indemne de toute forme de connotation ethnique. absolument. Mettre tout le monde dans le même moule, c'est qui va nous faire avancer. D'accord. Là, vous adressez certainement aux autorités, aux dirigeants, mais et le simple citoyen que nous sommes, qu'est-ce que nous devons faire? Mais ce que j'ai dit, nous devons faire un effort pour accepter l'œuvre publique. Accepter les différences. D'accord. Et là, j'ai peut-être le dernier mot pour fermer les portes et fenêtres de cette émission. Et je vous remercie pour avoir eu cette idée de nous rassembler autour de ce micro-là. Et comme on vient de dire, ce qui doit animer tout le monde, c'est la consolidation de l'unité nationale. Et il vient de préciser certaines conditions indispensables pour cette consolidation de l'unité nationale. Il faut que nous arrivions à comprendre tous que nous sommes des Guinéens, simplement des Guinéens, des citoyens guinéens, qui doivent avoir le même souci. C'est le devenir de ce pays qui nous est extrêmement cher et qui a accusé un énorme retard. Nous avons le devoir de rattraper. Aujourd'hui, il faut l'ensemble des Guinéens pour qu'on rattrape ce retard ou qu'on sorte enfin. Chacun doit donner le maximum de lui-même. D'accord. Chacun doit donner le maximum de lui-même pour pouvoir, n'est-ce pas, accélérer les pas. D'accord. Voilà, amis du petit écran, c'est la fin de cette émission Grand Dossier qui a reçu donc pour vous ce soir Elhadj Aboubacar Biro Diallo et Elhadj Aboubacar Somparé, deux anciens présidents de l'Assemblée nationale. J'espère que vous avez passé d'agréables moments en notre compagnie. Encore merci de nous avoir suivis et rendez-vous très prochainement sur ce plateau pour une nouvelle émission, un nouveau numéro de votre émission Grand Dossier. Bonsoir.